BNP Paribas présente la Net Agence. Restez connecté à votre vie avec la nouvelle agence sur Internet de BNP Paribas. Ouvrez votre compte en ligne. Bonjour et bienvenue dans Paris Tech Insights. L'espace en 2010, c'est toujours un terrain de fantasme, c'est aussi un lieu de collaboration internationale et plus prosaïquement, c'est un business qui génère 31 000 emplois en Europe. C'est un secteur où la France a développé une expertise enviable et qui doit rester compétitive. Je vous propose d'abord de regarder ce sujet ensemble. Le remplissage en N, deuxième étape. L'aventure spatiale de l'Europe a commencé en 1979 par le lancement d'Ariane 1. 30 ans après, Arianespace a permis la mise en orbite de plus de la moitié des satellites existants. Néanmoins, cette position de leader sur le marché est bousculée par l'arrivée de nouveaux acteurs à très fortes ambitions. Alors, l'Europe de l'espace parviendra-t-elle à rester compétitive ? Je vais me tourner vers vous pour commencer, Jean-Yves Le Gall, parce que vous êtes le président directeur général d'Arianespace. Quel bilan vous tirez là après ces années ? C'est un bilan qui, comme vous l'avez dit, est particulièrement positif, puisque en 30 ans, Arianespace a lancé plus de la moitié des satellites commerciaux qui sont actuellement en orbite. Nous avons lancé près de 300 satellites commerciaux, donc qui sont en orbite. Et aujourd'hui, il est très probable, lorsqu'on téléphone à l'autre bout de la planète, lorsqu'on regarde la télévision ou lorsqu'on regarde la météorologie le soir à la télévision, eh bien, il est très probable que ce soit grâce à un satellite lancé par Ariane. Qu'est-ce qui se passerait concrètement si d'un coup tous ces satellites s'arrêtaient ? Imaginez. On y avait pensé parce que pour montrer à quel point l'espace est important, on s'était demandé si on pouvait faire une journée sans satellite. Une journée sans satellite, ça ne peut pas marcher parce que la civilisation s'arrête, vous perdez la météo, vous perdez toutes les télécommunications. Donc les télécommunications, c'est la télévision directe par satellite, c'est Internet qui passe de plus en plus par satellite, c'est aussi les communications avec les mobiles. Vous perdez tout ce qui est géopositionnement, c'est-à-dire le GPS dans votre voiture ne marche pas. Et in fine, tout ce qui fait que la vie moderne est moderne n'existe plus. Michel Andrew, vous êtes directeur de recherche et développement, donc c'est vraiment votre domaine, ça, chez Thales Alenia Space. Qu'est-ce qui change dans un satellite ? Parce qu'effectivement, il y a de multiples domaines d'application, de multiples applications. Il ne faut pas oublier que finalement, l'avantage majeur du satellite, c'est son point de vue sur la Terre et son point de vue sur l'univers. En étant à 36 000 km, on a une vision et des capacités différentes que toute autre technologie terrestre. Et en se pointant vers l'univers, c'est-à-dire en tournant le dos à la Terre, on voit des choses qu'on est incapable de voir de la Terre. C'est ça que peut-être le grand public réalise peu, parce qu'on est quand même passé d'une aventure historico-politique à des applications concrètes, quotidiennes. Comment s'est faite cette transition, Jean-Yves Le Gall ? Cette transition, finalement, l'Europe y est pour beaucoup, parce que lorsqu'Arianespace a été créé, beaucoup de responsables de l'espace dans le monde entier pensaient que c'était un peu une utopie, parce que à l'époque, le spatial commercial n'existait pas. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, parce qu'il y avait un lanceur qui pouvait lancer le satellite à la finalité commerciale, il y a eu des satellites, et ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, on arrive à chaque année entre 20 et 25 satellites commerciaux qui sont lancés, et avec des applications toujours plus nombreuses. Et c'est très très important d'avoir des satellites, parce qu'il n'y a que le satellite qui peut faire cela aujourd'hui, donc c'est totalement indispensable. Et à quel moment vraiment on a fait la transition entre le lancement et l'installation de satellites ? Ce déclic, il s'est fait simultanément avec la découverte, je dirais, par les pouvoirs publics, que l'espace est en train de devenir pas simplement un espace militaire, mais un espace commercial avec un vrai marché. Parfois on l'oublie. Est-ce que vous avez quand même des concurrents, et si oui, seront-vous ? Bien sûr, nous avons des concurrents, mais là aussi on est dans un monde qui est un peu différent de celui qu'on peut imaginer, dans la mesure où les États-Unis, par exemple, ont pratiquement jeté l'éponge et ne sont pas présents sur le marché commercial, ce qui veut dire que les lanceurs américains lancent quasi uniquement des satellites gouvernementaux américains pour la NASA ou le département de la Défense. En Chine, c'est pareil. L'Inde, le Japon sont aussi sur le gouvernemental, et finalement, le seul concurrent qui nous reste aujourd'hui, c'est le lanceur russe Proton, qui est lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan et qui est commercialisé sur le marché international par une société qui est basée à Washington. Donc nous avons face à nous un lanceur qui est fabriqué en Russie avec des coûts de main-d'œuvre qui sont très bas, et qui est mis en œuvre au Kazakhstan avec des coûts de main-d'œuvre qui sont encore plus bas, le tout étant totalement soutenu par le gouvernement fédéral russe. Bon, évidemment, c'est parfois difficile de faire jeu égal dans ces conditions, mais on se débrouille pas trop mal.
Et pour vous, les recherches, elles portent sur quoi? Il est d'ores et déjà le moment de penser au successeur d'Ariane 5 qui sera là dans une vingtaine d'années, qu'on peut appeler, certains l'appellent Ariane 6, d'autres le FLPP, qui est un acronyme d'une expression anglo-saxonne, mais c'est le bon moment de penser à l'avenir. Les améliorations, ce qu'on va changer, ça représente quoi? C'est les satellites qui seront plus gros, plus performants, c'est le nombre de satellites, c'est le nombre de lancements qui pourront être concrètement? Je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt travailler sur une meilleure adéquation de la performance du lanceur aux besoins du marché. Les satellites ne vont pas forcément continuer à grossir. Donc avec Ariane 5, on a une performance de 10 tonnes, c'est déjà pas mal. On fait du lancement double, mais la question est de savoir s'il faut plus de flexibilité, plus d'adaptabilité et au total un meilleur bilan économique. Et c'est là-dessus que nous travaillons. Et en ce qui concerne les satellites, Michel Andreau, chez Thales Alenia Space, qu'est-ce qu'on imagine pour demain? Aujourd'hui, il y a quand même une saturation des bandes en orbite par rapport aux besoins de communication généraux. Mais évidemment, pour le client final, il y aura plus de canaux télévision, plus de contenus qui seront poussés au sol. Et ça, et Ariane Espace le sait très bien, ça pousse les satellites et les opérateurs à demander des satellites qui sont pas forcément plus gros, mais en tout cas beaucoup plus puissants en termes de canaux embarqués. Pendant les 10 premières années, ça a été la course à la durée de vie. Les premiers satellites duraient 7 ans. Et les opérateurs qui payaient quand même un ticket d'entrée relativement élevé se disaient 7 ans, c'est très court. Et donc je me souviens que tous les concurrents et nous-mêmes, on courait derrière la durée de vie. On l'a passé de 7 à 10 ans, puis de 10 ans à 15 ans. Et arrivé à 15 ans, là, ce sont les opérateurs qui ont dit stop. Parce qu'au bout de 15 ans, un opérateur qui a un satellite et un territoire qui est en face de ce satellite, son marché va évoluer sur 15 ans. Son marché évoluant, il veut optimiser son satellite et ça sera un satellite différent. Si vous vous projetez à, mettons, dans 20 ans, comment vous voyez le ciel? Il y a tout ce qu'on peut imaginer. Bon, l'exploration quand même de Mars, ce qu'on est en train de faire, la mission ExoMars, laquelle participe Thales Alenia Space. Donc on va envoyer un atterrisseur sur Mars qui va forer un trou pour aller voir à 2 ou 3 mètres de profondeur s'il n'y a pas de l'eau avec des traces de vie, même quelque chose d'absolument extraordinaire. Oui, on est loin d'avoir exploité toutes les capacités de l'espace. C'est vrai que la vie extraterrestre, c'est aussi encore une page non... un exemple sur les exoplanètes. Les exoplanètes, c'est très récent. Il y en a maintenant plus de 400 qui sont répertoriées. Il y a toute une recherche scientifique derrière pour trouver celles qui peuvent éventuellement abriter la vie. On imagine difficilement d'ailleurs une limite à cet aspect de l'exploration scientifique par le spatial. Mais plus communément, là, pour nous, sur Terre, on peut imaginer, je pense d'ici 10 ans, un bulletin météo où vous auriez la couche d'ozone, le CO2, les polluants atmosphériques. Et quelque chose, vous pensez que c'est possible? 10 ans. Ouais. Merci messieurs d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie Jean-Yves Legal, donc président directeur général d'Ariane Espace. Merci Michel Andreau, vous êtes directeur recherche et développement chez Thales Alenia Space. Je remercie également l'Institut d'Optique Graduate School qui nous a ouvert ses portes pour enregistrer cette émission aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Cette émission vous a été présentée par la Net Agence, la nouvelle agence sur Internet de BNP Paribas.